Il y a environ un siècle, un homme a suivi un rêve d'enfant et s'est lancé à la recherche de la légendaire cité de Troie. Celle d'Homère, de Priam et d'Hélène, celle du cheval de Troie. Il l'a trouvée à Hisarlik, en Turquie. Mais des spécialistes ont dit qu'il s'était trompé, que l'Iliade n'était qu'une fiction et que Troie n'était qu'un rêve. Pourtant, le site qu'il avait découvert était d'une richesse exceptionnelle. 9 villes superposées remontant des premiers siècles de notre ère jusqu'au 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'archéologue Manfred Korfmann est retourné sur place à la tête d'un des plus grands projets archéologiques jamais entrepris. Il fouille depuis 15 ans la colline d'Hisarlik et pense aujourd'hui avoir réuni les preuves de l'existence de Troie. Ces découvertes éclairent d'un jour nouveau l'histoire de la chute de cette grande cité du monde antique. Ce n'est peut-être pas vraiment celle de Priam, d'Hélène et du cheval, mais ces ruines ont inspiré la légende que chante la première œuvre littéraire de notre civilisation. Au premier abord, le site n'est pas très spectaculaire. Nichée entre des champs à quelques kilomètres de la mer Méditerranée, cette petite colline inondée de soleil abrite en fait une des plus étonnantes portes entr'ouvertes sur le monde antique. Situé au nord-ouest de la Turquie, à proximité du détroit des Dardanelles, cet endroit porte aujourd'hui le nom d'Hisarlik. Et la colline d'Hisarlik dissimule un véritable millefeuille archéologique. Sous les vestiges d'une ville romaine du VIe siècle, on trouve ici les traces de 9 cités qui se sont succédées depuis les débuts de l'âge de bronze, vers 3000 avant Jésus-Christ, soit les vestiges de plus de 3500 ans d'histoire. La présence de ces multiples niveaux rend son exploration particulièrement délicate. Depuis 15 ans, cette gigantesque fouille est placée sous l'autorité du célèbre archéologue allemand Manfred Korfmann. C'est une véritable intervention chirurgicale que nous pratiquons ici. Il m'arrive de comparer cette fouille à une opération à cœur ouvert. Troie est un site difficile du fait de ses différents niveaux et de toutes les attentes qu'il suscite auprès des chercheurs du monde entier. Chacun se pense mieux placé pour proposer ses suggestions. Le travail de Korfmann est sous haute surveillance car ce site est depuis très longtemps l'objet de toutes les controverses. Chaque année, des milliers de touristes viennent à Hisarlik, car ici se mêlent l'histoire et la légende, l'archéologie et l'origine de la littérature. Tous ces visiteurs sont persuadés de voir ici les vestiges d'un des sites les plus célèbres de l'Antiquité, le théâtre de la guerre de Troie et de la célèbre ruse d'Ulysse. La légende de la guerre de Troie fournit sa trame à la première œuvre littéraire occidentale, l'Iliade, une épopée qui devait marquer à jamais toute notre civilisation. À la fois poème, chant et œuvre théâtrale, elle a été composée il y a plus de 2500 ans par le poète grec Homère à partir de légendes de tradition orale et d'apports personnels. Mais nul ne sait s'il s'agit d'une œuvre de pure fiction ou si elle a été inspirée par des événements historiques. Voici ce que raconte la légende. À Troie régnait un roi nommé Priam.
Son fils, appelé Paris, dut un jour arbitrer un concours de beauté entre 3 déesses. Il choisit Aphrodite et en remerciement, elle lui offrit l'amour de la plus belle femme du monde, une princesse grecque nommée Hélène. Mais Hélène était déjà mariée. Fou d'amour, Paris l'enleva de Grèce et la ramena à Troie. Alors Ménélas, son mari, réunit les héros grecs et vint porter la guerre devant les remparts de Troie. Le conflit dura 10 longues années. Les dieux s'en mêlèrent. Patrocle, Hector, Achille y laissèrent la vie. Mais ni les Troyens ni les Achéens ne parvenaient à remporter la victoire. Alors Ulysse imagina le plus ingénieux et le plus improbable stratagème de guerre jamais décrit. Les Grecs firent mine de rembarquer sur leur navire en abandonnant aux portes de Troie un présent pour les dieux, un immense cheval de bois. Dans les flancs du cheval, un groupe de soldats était dissimulé. Sans méfiance, les Troyens traînèrent le cheval à l'abri de leurs remparts. À la nuit tombée, les soldats grecs sortirent de la statue et ouvrirent les portes de la ville à leur armée revenue sur ses pas. Hélène fut sauvée, mais le sort de Troie était scellé. La ville fut pillée et brûlée. Homère a composé l'Iliade au VIe siècle avant Jésus-Christ, et les terribles événements qu'il décrit sont censés avoir eu lieu environ 500 ans auparavant. C'est vers 1250 avant Jésus-Christ qu'aurait eu lieu la chute et l'incendie de la fabuleuse cité troyenne. Cette épopée a connu un immense succès auprès des Grecs, puis des Romains. Elle est considérée comme une des pierres de touche de toute la culture occidentale. Durant des siècles, on a pensé que l'Iliade était entièrement le fruit de l'imagination d'Homère, jusqu'à douter de l'existence même de la ville de Troie. L'existence de Troie n'est reconnue par aucun érudit, pratiquement, jusqu'à la fin du XIXe siècle. Une des raisons de cela, c'est que la Troie antique, la Troie de la guerre de Troie, elle est enfouie sous les autres villes, et qu'il y a une ville grecque par-dessus et une ville romaine par-dessus. Et il a fallu toute l'innocence de Schliemann, qui prenait au pied de la lettre l'Iliade et qui allait chercher des remparts quand l'Iliade en parlait, des sources quand l'Iliade en parlait, pour tenir bon contre l'érudition mondiale. Schliemann est un homme qui a réalisé un rêve d'enfant. Il était persuadé depuis son enfance que Troie existait parce qu'il l'avait vu dans un livre. Et une fois fortune faite, et fortune colossale, il a réussi à obtenir du gouvernement turc l'autorisation de fouiller à Troie. Lui, comme il est innocent et ce n'est pas un savant, il croit que Troie est à l'endroit de la Troie romaine. Et donc, il va décaper en fait la colline et arriver à découvrir 9 villes superposées l'une par rapport à l'autre. Le seul ennui, c'est que pour lui, la Troie la plus ancienne est la Troie de la guerre de Troie. Et le paradoxe archéologique, c'est que l'on détruit les couches superficielles, supérieures, pour arriver à ce qui est intéressant. Donald Easton a participé à 5 campagnes de fouilles sur le site d'Isarluk et il a longuement étudié le travail et la vie de Schliemann. On dit souvent que Schliemann a causé d'énormes dommages à ce site, et dans une certaine mesure, c'est vrai. Ses premières recherches étaient incroyablement primaires. Il faisait écrouler des pans entiers de collines à l'aide de barres à mine, de treuils et de béliers.
Il a creusé cette énorme tranchée nord-sud dans tout le monticule avec dans l'idée de l'élargir ensuite de part et d'autre sur l'ensemble du site pour mettre à jour la cité de Priam. Mais ce sont les restes de 9 villes successives qu'il a découvertes. D'ici, on peut voir clairement à quel point Troie est un véritable millefeuille. Tout au fond, nous avons les vestiges de Troie I, qui datent d'environ 3000 avant Jésus-Christ. Là, on aperçoit le côté de la tranchée nord-sud que Schliemann a creusé dans les premières années. Et sur ce côté-ci, on trouve un remblai qui mène à une plateforme créée vers 2500 avant Jésus-Christ, sur laquelle fut construite Troie II. Et puis là, regardez ces monticules qui n'ont pas été fouillés. En les creusant, on trouverait les ruines de Troie 3 et 4. C'est cette accumulation de vestiges sur une si longue période qui donne à ce site son extraordinaire richesse. Riche, ce site l'était à bien des titres. Alors qu'il achevait de creuser sa tranchée, Schliemann découvrit un fabuleux trésor enterré au niveau le plus profond, celui dont il pensait qu'il datait de l'époque de la guerre de Troie. Pour Schliemann, ce trésor ne pouvait être que celui du monarque du récit d'Homère, le roi Priam. C'était la preuve indiscutable que la cité de la légende existait bien et qu'elle était à Isarluc. Dans l'Iliade, les Achéens sont persuadés que les Troyens sont extrêmement riches et ils ne cachent pas qu'ils sont là pour piller Troie beaucoup plus que pour récupérer Hélène. À un moment donné, les Troyens leur proposent à mots couverts de leur rendre Hélène et un des Achéens dit « mais c'est tout à fait inutile qu'ils nous la rendent, de toute façon, nous sommes là pour piller Troie ». Les expositions qui présentèrent le trésor à Londres en 1877, puis au Muséum de Berlin en 1881, firent sensation. Schliemann, triomphant, alla jusqu'à faire publier dans la presse les photos de sa femme, parées des plus belles pièces. Mais l'analyse stylistique de ce trésor, effectuée par des collègues de Schliemann, révéla qu'il datait d'une période bien plus ancienne, au début de l'âge de bronze, 1 millier d'années avant l'histoire contée par Homère. Il ne pouvait donc avoir aucun lien avec la ville légendaire de Troie, il était bien trop ancien. Il n'y avait rien là qui soit en rapport avec le 2e millénaire avant Jésus-Christ, période à laquelle la guerre de Troie est censée avoir eu lieu. Il n'y avait aucun lien avec le roi Priam en admettant qu'il ait existé. Il n'y avait aucun lien avec la guerre de Troie, si tant est qu'il y eut une guerre de Troie. Lorsqu'il mourut en 1890, Schliemann avait dû renoncer à convaincre le monde qu'il avait découvert Troie. Mais son fabuleux trésor devait connaître par la suite une histoire rocambolesque. En 1945, durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, les troupes soviétiques envahirent la ville de Berlin. Le Troisième Reich achevait de s'écrouler et les soviétiques s'emparèrent du trésor pour le protéger. Il disparut rapidement et nul n'en entendit plus parler pendant des dizaines d'années. 50 ans plus tard, alors que c'était au tour du régime soviétique de s'effondrer, le trésor refit surface dans les caves du musée Pouchkine à Moscou. Le public put alors redécouvrir cette merveille de l'Antiquité. Le trésor de Schliemann constitue sans aucun doute une fabuleuse collection de bijoux de l'âge de bronze, mais il n'est en aucun cas une preuve de l'existence de la ville de Troie. Pourtant, les fouilles qui ont repris à Isarluc semblent aujourd'hui redonner en partie raison à Schliemann. Manfred Korfmann fouille ce site depuis maintenant 15 ans, et cette saison sera pour lui la dernière. Korfmann est un des plus grands spécialistes mondiaux de l'archéologie de la Turquie antique. Il a passé plus de 30 ans dans cette région du monde, et malgré le scepticisme général, il en est arrivé lui aussi à la conclusion qu'Isarluc était bien le site de l'ancienne Troie. L'expédition qu'il dirige porte le nom de Projet Troia. C'est une des campagnes de fouilles les plus gigantesques et les plus coûteuses jamais entreprises. Chaque jour, des dizaines d'ouvriers turcs viennent travailler sur ce site.
Les dessinateurs consignent les positions exactes des milliers d'objets mis au jour. Les restaurateurs les reconstituent pièce à pièce. Et pendant ce temps, une équipe de 70 ouvriers continue de sonder et de creuser le site pour en extraire d'autres. Korfmann est devant le même problème que celui auquel était confronté son prédécesseur du 19e siècle, Heinrich Schliemann. Comment résoudre l'énigme posée par Troie d'une façon qui satisfasse toutes les critiques? Mais Korfmann reste confiant. Nous sommes dans une situation qui nous permet de resituer la fouille de Schliemann dans son véritable contexte. Parce que nous sommes ici, sur place, et que nous comprenons mieux les différentes options qu'il a prises. Et les prendre en compte permet de mieux gérer cet énorme chantier qui implique de nombreuses équipes d'ouvriers. La fouille s'est d'abord concentrée sur le 6e des 9 niveaux qui composent le site d'Isarluk. Celui qui comprend des vestiges de la fin de l'âge de bronze, la période à laquelle la guerre de Troie est censée avoir eu lieu. Les fouilles de Schliemann y avaient mis au jour les restes imposants d'une muraille et de tours. Tout le nord de la colline a disparu. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les gens ne croyaient pas que c'était la citadelle. Les gens disaient « Ah bah oui, c'est un mur, mais où est l'autre partie ?» Alors, une des explications, c'est que les crues du fleuve, du Scamandre, qui erre un peu dans la plaine, ont pu saper les bases de la muraille. L'autre explication, et ça c'est quelque chose qui se passe dans tous les sites archéologiques, c'est que les habitants du coin ont, depuis 4 millénaires, trouvé une série de pierres toutes taillées. C'est une carrière de pierres déjà taillées. Donc ils se sont emparés des pierres pour construire leurs maisons qui elles-mêmes ont été détruites. Ces vestiges révèlent des techniques de construction très sophistiquées. Les tailleurs de pierre qui ont bâti ces murs en savaient assez pour les construire à l'épreuve des tremblements de terre. Regardez la beauté de ces constructions, la précision de l'ajustage de ces blocs taillés sans l'aide d'outils d'acier. Voyez comme cette pierre est plus large sur sa face extérieure et devient plus étroite vers le centre de la tour. On retrouve la même chose dans l'autre sens derrière moi. Et le résultat de l'ensemble est que le poids des pierres les pousse vers le centre de la tour. Si un tremblement de terre survenait, les vibrations ne feraient pas tomber les blocs vers l'extérieur, mais auraient tendance à faire s'effondrer la tour sur elle-même, donc à la renforcer. Si on avait trouvé ne serait-ce que les ruines de ces remparts en Bulgarie, en Roumanie, en Yougoslavie, en Pologne ou en Allemagne, on aurait aussitôt conclu qu'il s'agissait d'un grand centre des Balkans ou du cœur de l'Europe. Mais ces vestiges ont-ils un quelconque rapport avec les descriptions d'Homère? Les renseignements fournis par Homère sont un peu contradictoires. Ils sont un peu contradictoires parce que, encore une fois, Homère compose avec des fragments d'épopées antérieures, des traditions troyennes, des traditions achéennes, et puis ce qu'il voit lui-même. On s'accorde à penser que le poète a vu la plaine de Troie. Mais il l'a vu à un moment où Troie est abandonnée depuis 4 siècles à peu près. Donc je dirais qu'il a une vision archéologique de Troie. Ce qu'il décrit, ce sont les murs, ce sont les terrasses polies que l'on retrouve encore maintenant, ce sont les lavoirs de pierre où les filles des Troyens allaient laver leur linge, comme il dit, aux jours heureux de la paix. Les fouilles se sont attachées à explorer l'intérieur des fortifications qu'avait mis au jour Schliemann. Les éléments retrouvés parmi les vestiges de rues et de bâtiments nous révèlent un épisode de l'histoire de cette ville au moment présumé de la guerre de Troie. La Troie numéro 6, qui est la Troie la plus puissante, c'est une citadelle, ça n'est en aucun cas une grande ville.
Il y a au centre, au sommet de la cité, avec les temples dont il est question dans l'Iliade, une place dont il est également question dans l'Iliade, avec le palais du potentat du coin, que Homère appelle Priam. Donc c'est une citadelle. Et cette citadelle, au moment de la guerre de Troie, va être remplie de petites maisons, de baraques minables. Tous les gens de la campagne essaient de se réfugier derrière la citadelle. Immédiatement, des critiques se sont élevées pour dire que la ville du niveau 6 était tout simplement bien trop petite pour pouvoir être 3. Mais Korfmann était persuadé que le site était plus étendu qu'il ne paraissait. Nous avons choisi de nous intéresser à l'âge du bronze tardif parce que de nombreux signes nous assuraient que Troie est bien plus grande que ne le pensait Schliemann, bien qu'il ait rêvé que ce soit le cas. En surface, l'équipe de Korfmann ne distinguait pas plus de choses que ce que Schliemann y avait vu. Alors ils décidèrent d'utiliser un procédé technique assez récent, la prospection par résonance magnétique. En mesurant les variations du champ magnétique terrestre, l'appareil détecte des objets ou des structures profondément enfouies. Les résultats furent spectaculaires. Ils révélèrent qu'Isarluk était un site bien plus étendu qu'on ne le pensait jusqu'alors. Ces relevés livrèrent des images de rues, de cités, datant pour certaines de l'âge de bronze et pour d'autres de l'époque romaine. Mais ils firent aussi apparaître la présence d'une importante structure entourant la partie datant de l'âge de bronze. Des fouilles mirent alors au jour cette structure, une gigantesque tranchée creusée dans le roc. Ça a été un grand moment, parce que tout le monde s'est dit qu'il pouvait s'agir des fortifications de la cité de l'âge de bronze. Il faut s'imaginer ici un fossé qui devait faire 4 mètres de large et autant de profondeur. Il s'interrompt ici, car les habitants de l'âge de bronze avaient laissé une chaussée qui enjambait le fossé. Mais il reprend ensuite, et on a pu en retrouver le tracé tout autour de la partie sud de la ville basse. On a des preuves de son existence sur le flanc ouest, et il est très probable qu'on le retrouve également sur le flanc est. Ce fossé définit un périmètre bien plus vaste que celui du site exploré jusqu'alors. Était-ce enfin la trace de la grande cité que Schliemann aurait manqué? Les remblais de ce fossé contenaient des vestiges de construction, de petits morceaux de briques, de pierres, de poteries, qui montraient qu'il ne s'agissait pas seulement d'une structure défensive suivie d'un terrain dégagé, mais que très près du fossé, il y avait probablement des bâtiments. Donc, il semble très clair qu'entre ici et la citadelle s'étendait toute une zone bâtie. Il ne s'agit donc pas d'une petite citadelle de la taille de la Tour de Londres, mais bien d'une grande cité. La ténacité de l'équipe de Korfmann portait enfin ses fruits. Il venait de mettre au jour les contours d'une cité qui correspondait aux descriptions d'Homère sur au moins un point important, sa taille. Le site de Troie fait à peu près 13 fois la taille qu'on lui connaissait jusqu'à présent. On peut donc se faire une idée approximative du nombre d'habitants qui y vivaient, soit entre 5 et 10 000 personnes. L'existence de cette ville basse au pied de la citadelle relançait toutes les spéculations. D'après Korfmann, les habitants de cette ville basse pouvaient s'élever au nombre de 7000. Et 7000 habitants dans une ville à l'époque, en 1250-1225 avant Jésus-Christ, ça fait de Troie la plus grande ville de tout le bassin méditerranéen. Cette cité était donc suffisamment grande et sophistiquée pour avoir été la Troie de l'Iliade. Pourtant, une différence majeure l'éloignait des descriptions d'Homère, son emplacement. L'Iliade fournit des renseignements extrêmement précis sur le champ de bataille.
Entre le camp achéen, qui est au bord de la mer, et la ville de Troie, la distance n'est pas très importante. En tout cas, elle est considérée comme telle dans les batailles, puisque c'est comme dans une mêlée de rugby, c'est-à-dire que les Troyens poussent et repoussent les Achéens jusqu'à leur bateau. Puis une contre-offensive intervient et les Achéens repoussent à nouveau les Troyens jusqu'au bord de la ville. Et cela plusieurs fois dans la journée, ce qui suppose quand même que même avec des chars, il y a des fantassins, il y a des piétons, il n'y a pas quand même une très très grande distance. Mais le site d'Isarluk est situé à plus de 7 km à l'intérieur des terres. Pour tenter de résoudre cette contradiction, Manfred Korfmann a fait appel aux connaissances d'un géophysicien turc, Ilan Kayan. Cet appareil est une foreuse de grande profondeur. Elle a permis à Ilan d'extraire des centaines d'échantillons du sous-sol pour tenter d'analyser l'histoire géologique de la région. Le sous-sol se lit comme un livre. Chaque strate, chaque couche de sédiments nous livre des informations sur l'environnement à un moment donné. Par exemple, si l'on descend à 20 mètres et que l'on trouve des sédiments marins, c'est que la mer venait à l'époque jusqu'ici. À la surprise générale, sous les champs cultivés qui entourent Isarluk, Kayan a bien retrouvé des sédiments marins, ce qui prouve que cette zone était à une époque immergée. Il est arrivé à la conclusion qu'il y a 3000 ans, à l'époque supposée de la guerre de Troie, le tracé de la côte était très différent. À environ 500 mètres de la citadelle, toute la zone était couverte de sable et d'argile. C'était une terre, mais une terre marécageuse, ce qui signifie qu'ils étaient à l'époque bien plus près de la mer. S'il faut en croire Kayan, la mer formait dans les terres un gigantesque lagon entouré d'une ceinture de terrain marécageux. Troie était alors sur les bords de ces marécages. À l'époque, comme aujourd'hui, le détroit des Dardanelles était une voie maritime très fréquentée, la principale route commerciale qui reliait la Méditerranée et la mer Égée à la mer Noire, aux portes de l'Asie centrale. Sa position stratégique sur cette route conférait à Troie sa richesse et tous les avantages d'un grand carrefour du commerce antique. Troie est au débouché des caravanes qui viennent d'Afghanistan et d'ailleurs de toute l'Asie mineure, et c'est une halte obligatoire pour les bateaux. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a les courants de l'Hellespont, il y a le Meltem, le vent d'est, nord-est, qui souffle une bonne partie de l'année, et il y a de fortes chances pour qu'il y ait une rupture de charge, c'est-à-dire que les bateaux soient obligés de faire halte sur la côte troyenne et de charger sur des chariots leurs biens. Et là, il est évident que le souverain de Troie prélève sa dîme, et beaucoup plus peut-être, sur toutes les marchandises qui transitent devant lui. La richesse de Troie, c'est cela. Tous ces indices concordaient. Pour Korfmann, cela signifiait que la Troie qui avait inspiré Homère avait bien existé et qu'elle était ici, à Isarluk. Cette affirmation déclencha une véritable tempête. On soupçonnait Korfmann d'exagérer la portée de ses découvertes pour donner satisfaction aux sponsors privés qui finançaient le projet Troia. Korfmann contre-attaqua, déclarant que si ses critiques refusaient d'accepter son interprétation, c'était qu'elle allait à l'encontre de leurs propres intérêts. Les gens qui ont appris et ont transmis à leurs étudiants en histoire antique que tout ceci n'est qu'invention sont peut-être aujourd'hui dans une position délicate. Et ils cherchent tous les arguments pour s'en tenir à la version traditionnelle.
toute tentative d'établir un lien entre Isarluk et la légendaire ville d'Homère ne déclenchait que des critiques. Ce qui faisait toujours défaut, c'était une référence contemporaine des événements. Un texte de l'âge de bronze qui aurait pu être comparé aux indices matériels trouvés sur place et au texte d'Homère. Durant des dizaines d'années, les chercheurs avaient fouillé les textes grecs archaïques en quête de référence à la ville de Troie, mais ils n'avaient rien trouvé. Sur le site d'Isarluk, les archéologues n'avaient découvert aucun texte écrit, ni tablette, ni inscription. Mais un jour, parmi les vestiges, non pas du niveau 6 mais du suivant, le niveau 7, datant d'environ 1100 avant Jésus-Christ, l'équipe de Korfmann fit une étonnante découverte. Il s'agissait d'un petit sceau de bronze portant une inscription dans une langue ancienne. Cette toute première épigraphe retrouvée sur le site suggérait une piste qui allait venir appuyer les thèses de Korfmann d'une manière inespérée. Les hiéroglyphes du sceau appartenaient à une langue aujourd'hui obscure, utilisée dans l'ouest de la Turquie au second millénaire avant Jésus-Christ, le luvite. Les Luvites ont vécu sous la domination d'un peuple qui contrôlait tout le centre de la Turquie, les Hittites, avec lesquels ils partageaient une langue voisine. À l'époque de la guerre de Troie, et dès avant, en fait dès le XVIIe siècle avant Jésus-Christ, un empire très important, qui est l'empire hittite, règne sur l'Asie mineure. Ces Hittites sont des Indo-Européens, ils parlent une langue indo-européenne qui a pu être déchiffrée, ils ont une écriture et ils ont des tablettes de correspondance diplomatique. Et dans ces tablettes de correspondance diplomatique apparaissent des noms qui peuvent être approchés de l'Iliade. Un spécialiste des langues anciennes, David Hawkins, avait remarqué que pour désigner un royaume qui se trouvait au nord-ouest de la Turquie, dans la même région qu'Isarluk, les Hittites utilisaient le terme de Vilusa. Il avait aussi noté que ce nom ressemblait étrangement au nom grec de Troie utilisé par Homère, Ilios. Hawkins en était venu à penser qu'Ilios et Vélusa désignaient le même endroit, la ville de Troie d'Homère. Suivant cette intuition, il retrouva un traité hittite datant de 1280 avant Jésus-Christ, juste avant la période de la guerre de Troie. Dans ce traité, il découvrit un détail que l'on pouvait comparer à la fois au texte d'Homère et au site archéologique. Dans la liste des dieux de Vilusa qui concluait ce traité, on trouve mention de ce que les Hittites appelaient la divine route de la terre. Or, ils savaient que cette appellation renvoyait à un phénomène géographique précis, une rivière souterraine. À l'âge de bronze, Vilusa-Ilios devait donc être bâti au-dessus d'une rivière souterraine suffisamment importante pour mériter un statut divin. Sous le monticule d'Isarluk, les archéologues ont trouvé une grande rivière souterraine, alimentée par les eaux de pluie qui s'infiltrent au travers du calcaire qui constitue le sous-sol de la région. Ceci n'était pas en soi surprenant, dans la mesure où la plupart des cités antiques étaient bâties à proximité d'une source d'eau douce. Mais la fouille a révélé autre chose. Les tunnels et les canaux dans cette grotte portaient des traces de construction. Des ingénieurs de l'Antiquité avaient prolongé la rivière par un énorme réseau d'irrigation. Voilà qui rendait cette source d'eau souterraine digne d'être déifiée. Ceci est l'entrée d'un réseau de grottes aménagé par l'homme qui se déploie sur au moins 100 mètres en dessous de la ville basse.
Son rôle était de collecter l'eau qui filtrait au travers du calcaire pour fournir une source d'eau potable aux habitants. Or, dans l'Iliade, Homère fait aussi référence aux sources sacrées qui jaillissaient de la colline sur laquelle se dressait Troie. Mais cette grotte existait-elle déjà au second millénaire avant Jésus-Christ, à l'époque supposée de la guerre de Troie? La datation des dépôts calcaires prélevés sur les murs donne à la réponse. Les dépôts les plus anciens remontent au début du 3e millénaire avant Jésus-Christ, soit à l'époque de Troie 1, 2 et 3. Ces grottes sont aussi anciennes que la ville elle-même, ce qui signifie que ce système de récupération des eaux était déjà en place à l'époque d'Homère comme à celle des Hittites. Pour la première fois, un élément matériel du site recoupait une inscription hittite contemporaine en même temps qu'une référence mentionnée par Homère. Ce système de récupération des eaux est aujourd'hui la preuve la plus indiscutable qu'Issarluc est finalement bien la cité légendaire de Troie. Pour Korfmann et son équipe, ce fut le triomphe d'une longue et méthodique enquête. Mais il restait à faire face à la question sans doute la plus évidente. Si Issarluc était bien Troie, trouverait-on ici les traces du siège tenu par les Grecs durant 10 ans devant les remparts de la ville? Les restes de la guerre et de l'incendie de Troie qu'évoquait la légende. Parmi les vestiges d'Issarluc, l'équipe du projet Troia commença à exhumer les traces d'un conflit majeur. Ils découvrirent dans un premier temps une couche de charbon de bois, vestige possible d'un feu qui aurait ravagé la ville. Était-ce la trace de l'incendie de Troie décrit par Homère? La datation au carbone 14 des charbons de bois situe l'événement vers 1225 avant Jésus-Christ, précisément l'époque dont on pense qu'elle marque la fin de la guerre de Troie. Puis, incrustée dans les remparts de la ville, l'équipe mit au jour des restes bien conservés de lances en bronze et de pointes de flèches. Puis d'autres encore enfouies dans le sol. Ces lances faisaient-elles écho aux descriptions des gigantesques batailles sous les remparts de Troie que nous raconte Homère? Peut-être. Enfin, l'équipe a exhumé encore d'autres traces plus spectaculaires d'un affrontement violent. Des ossements mêlés de chevaux et d'hommes. Étaient-ce là les squelettes des étalons des Grecs enterrés avec leurs cavaliers? Les charbons, les lances, les corps. Pour Korfmann, il n'y a aucun doute sur la signification de ces découvertes. Nous avons tous les signes d'une guerre perdue. On a retrouvé des corps, des armes et des traces de conflits sur toute la zone. Pour Korfmann, il y a 3000 ans, durant la fin de l'âge de bronze, de violents combats ont eu lieu devant la cité de Troie. Mais cela signifie-t-il que le cheval de Troie, le roi Priam et Hélène ont eux aussi existé? En tant qu'archéologues, nous ne pourrons jamais affirmer qu'il y a eu une guerre de Troie, ou qu'Hélène ou Priam ont vécu à Troie, parce que nous n'avons aucune preuve de cela. Nous avons la preuve qu'il y a eu une guerre ici, mais aucune qui permette de dire qu'il s'agissait de la guerre de Troie. Par contre, l'ensemble des résultats des fouilles de la colline d'Issarluc permet de formuler une hypothèse solide quant aux événements historiques qui se sont produits ici et qui ont pu inspirer la légende de la guerre de Troie.
La destruction de Troie s'est faite en 2 temps. Vers 1250, un violent tremblement de terre a détruit la Troie numéro 6, la Troie la plus importante, la plus monumentale. Cette destruction est peut-être décrite dans l'Iliade sous la forme d'une guerre que Héraclès aurait menée contre les Troyens à l'instigation de Poséidon. Alors pourquoi Poséidon? Parce que le Poséidon est le dieu des tremblements de terre. Ensuite, donc, les habitants reconstruisent immédiatement de briques et de broc leur cité, et sachant bien que leur état de faiblesse va attirer des pillards, ils se regroupent à l'intérieur des remparts, et Troie doit faire face à un afflux de population, c'est certain. Et c'est cette Troie, la Troie numéro 7A, qui, vers 1225, sera détruite par un grand incendie. Donc il y a toute chance de penser que c'est cette destruction, due à un raid de pirates, probablement, qui sont peut-être achéens, mais qui sont peut-être thraces ou qui viennent d'ailleurs, qui a donné naissance à cette idée que la magnifique cité de Troie avait finalement été détruite. Quatre siècles plus tard, c'est sans doute parmi ces ruines qu'Homère est venu puiser les descriptions qui allaient nourrir l'Iliade. Mais sur le site d'Isarluc, la dernière campagne de Manfred Korfmann avait encore un secret à révéler. Les fouilles et les analyses magnétiques ont aussi révélé les véritables dimensions des niveaux 8 et 9, les villes grecques et romaines qui dominent les 7 autres. Et une question restait posée. Pourquoi, après environ 5 siècles d'abandon, la ville semblait-elle ressurgir de ses cendres sous le nom d'Ilion pour les Grecs, puis d'Ilium Novum pour les Romains? C'est encore dans l'incroyable pouvoir de la légende de la guerre de Troie qu'il faut sans doute chercher la réponse. Car c'est justement près de 5 siècles après la chute de la grande cité troyenne qu'Homère compose ses œuvres, et elles ont immédiatement un énorme impact sur l'ensemble du monde méditerranéen. L'Iliade et l'Odyssée deviennent très vite un élément essentiel de la culture grecque. Les jeunes Grecs apprenaient à lire et à écrire dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Il y a une puissance culturelle dans l'Iliade et dans l'Odyssée qui explique une partie de la culture grecque, de l'individualisme grec, du sens de l'héroïsme grec, du dévouement à la patrie chez les Grecs. Autrement dit, l'Iliade et l'Odyssée ne sont pas des textes religieux du tout, mais ils tiennent la place que les textes religieux tiennent dans d'autres sociétés. La terre qui avait vu les exploits de ses héros devint dès lors un lieu sacré, avec lequel chacun cherchait à revendiquer un rapport. Chacun à leur tour, l'empereur perse Xerxès et le macédonien Alexandre le Grand firent le pèlerinage. Mais les visiteurs les plus enthousiastes furent les Romains. Les Romains sont des parvenus en Méditerranée orientale. Ils sont considérés avec un certain mépris par les gens cultivés du monde grec. Donc, ils ont besoin de se forger des ancêtres. Et ils choisissent dans les légendes grecques celle qui dit que Énée et son fils ont échappé au désastre et sont venus fonder Rome. Au moment où cette propagande va se développer, il y aura des constructions, il y aura toute une série de bâtiments qui sont dus à la reconnaissance, en quelque sorte, de l'Empire romain à l'égard de leurs très lointains ancêtres. Il reste peu de choses aujourd'hui de la ville romaine. Mais on peut imaginer l'aspect de ces bâtiments et monuments grâce à l'exemple mieux conservé d'un autre lieu de pèlerinage sur la côte turque, plus important qu'Ilion, mais construit à peu près à la même époque, Éphèse.
Derrière nous devait se trouver l'Acropolis, surmontée du temple d'Athéna. Il faut imaginer une dizaine ou une quinzaine de rangs de gradins qui montaient pratiquement jusqu'à la plateforme du temple, de façon à ce que les gens puissent entrer et sortir de l'Odéon par le haut. Comme les touristes d'aujourd'hui, des milliers de Grecs et de Romains affluaient ici à la recherche de l'esprit des dieux et des héros de la légende. C'est une ville mémoriale dédiée à la guerre de Troie qui s'est développée près des ruines de l'ancienne citadelle. Et c'est l'exploitation du mythe de son lointain passé qui faisait sa prospérité. Des traces de ce tourisme antique sont encore visibles parmi les ruines. Nous sommes ici au coin nord-est de la citadelle de Troie. Et on peut voir en saillie ce grand bloc triangulaire qui est un vestige de la citadelle de l'âge de bronze. Il aurait donc été témoin de l'époque de la guerre de Troie si elle a eu lieu un jour. Les Grecs hellénistiques ont construit un escalier le long de cette paroi. On imagine aisément les guides touristiques accompagner leur groupe en haut de ces marches en leur disant « Voici maintenant le seul vestige encore debout de la cité de Troie où ont combattu nos ancêtres. Vous pouvez toucher, c'est un morceau d'histoire. » Cette exploitation du tourisme est peut-être, paradoxalement, une des raisons pour lesquelles l'identification du site de Troie a toujours été l'objet de controverses. Les habitants des Troies 8 et 9 ont fait beaucoup de mal à l'idée de Troie. Pourquoi? Eh bien, parce que s'ils exploitaient les touristes absolument sans vergogne, qu'ils leur montraient le tombeau d'Achille, le tombeau d'Hector, le tombeau de Patrocle, sous la forme de tumulus sur la plaine, et qu'à force de rançonner les touristes et leur faire croire des histoires sans aucun fondement, ils ont obtenu très exactement l'effet inverse, c'est-à-dire que plus personne n'a pensé que Troie était à cet endroit. Mais comme partout, il y avait des gens naïfs qui venaient et qui le croyaient. Le dernier, d'ailleurs, de ces personnages naïfs, c'est Schliemann. À Isarluc, la saison de fouilles touche à sa fin. Pour Manfred Korfmann, l'archéologue qui a sans doute le plus contribué à la découverte de cette cité, c'est une nouvelle vie qui va commencer. Je ne vais pas m'éloigner de Troie, mais j'ai aujourd'hui 60 ans. Il y aura toujours des fouilles à Troie, et mes chercheurs, tous ces étudiants qui ont consacré tant d'efforts à ce site, poursuivront le travail. Et j'espère ne pas seulement assister à cela depuis mon fauteuil, mais pouvoir apporter encore ma contribution pour que la génération suivante puisse continuer. L'équipe de Korfmann est celle qui s'est approchée au plus près de la véritable histoire de Troie. Pour la première fois, on peut aujourd'hui affirmer qu'il y a 3000 ans, se dressait ici une des plus grandes cités de son époque, une ville dont la chute a fait trembler tout le bassin méditerranéen. La chute de Troie a provoqué dans toute la Méditerranée orientale un ébranlement comparable à celui de la chute des tours à New York ou de l'incendie de Rome. Donc que cette cité ait pu être détruite, ça a dû donner l'idée la même que celle de Valérie. Civilisation, nous savons que nous sommes mortels. Et c'est pour cette raison que nous en parlons encore. Nul ne pourra jamais dire si les héros d'Homère ou le cheval de Troie ont réellement existé. Mais grâce aux archéologues, la grande cité troyenne a quitté le seul monde des légendes pour retrouver sa place dans l'histoire.